dernière partie de ce colloque sur l'épistémologie du désaccord. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir maintenant Benoît Gauthier. Benoît Gauthier est docteur en philosophie, il est spécialiste de Peirce, de la tradition pragmatiste et de philosophie contemporaine de la connaissance. Il est également membre du projet No Just à l'Institut Jean-Nicot. Et donc, je lui laisse à présent la parole. Benoît va nous parler sur le sujet suivant, compréhension et connaissance, quelques distinctions pour résoudre certaines difficultés de l'épistémologie du désaccord. Donc merci, puis merci pour cette invitation. J'espère réussir à ne pas être en désaccord avec tout le monde à propos de la position que je vais défendre. Il me semble que dans l'épistémologie du désaccord actuel, les positions les mieux défendues, à mon sens, sont conciliationnistes. Et plus précisément, si parmi les meilleurs épistémologues du désaccord, tous ne considèrent pas, et loin de là, que le conciliationnisme n'est exposé à aucune difficulté majeure ou à aucune conséquence indésirable, qu'elle soit pratique ou même conceptuelle, le fait d'estimer ça, il n'en découle pas pour autant qu'on trouve, il me semble qu'on ne trouve pas pour autant de défense véritablement satisfaisante du non-conciliationnisme dans la littérature contemporaine. Il me semble notamment, pour dire les choses assez clairement, que les positions défendues par des philosophes comme Thomas Kelly ou Brian Watterson ne parviennent pas à rendre compte de façon convaincante des intuitions non conciliationnistes qui sont ou ont été à un moment donné à leurs principes. Or, ces intuitions me semblent suffisamment fortes pour que toute épistémologie du désaccord doive s'efforcer d'en rendre compte. Et à mon sens, parce que ni les positions conciliationnistes actuelles, ni les positions non conciliationnistes actuelles ne me semblent y parvenir réellement, ce travail reste en quelque sorte à accomplir, et c'est une partie de ce travail que je voudrais effectuer à présent. Et plus précisément, je voudrais montrer que la nature de la relation entre, d'un côté, les données sur la base desquelles j'ai formé la croyance que P, et de l'autre, le genre de données que j'acquiers lorsque j'apprends par la suite être en désaccord avec mes pairs à propos de P, ne se trouve pas, à mon sens, correctement analysé parmi les positions qui sont actuellement défendues par les épistémologues du désaccord. Il me semble qu'une analyse adéquate de cette relation permettrait d'affirmer que dans la plupart des cas, qui seront à définir, le fait d'apprendre être en désaccord, même massif, avec mes pairs à propos de P, n'est pas rationnellement susceptible de me conduire à croire que non P. Dans ce cas, ce fait est uniquement rationnellement susceptible de me conduire à deux choses, à renoncer à comprendre que P ou que non P soit vrai, et à croire qu'il est rationnel, pour être dans le vrai, de m'en remettre au verdict de mes pairs. Mais encore une fois, ce que j'essaierai de montrer, c'est que ces deux choses n'impliquent pas que j'en vienne, suite au désaccord, à croire que non P. Je ne me préoccuperai pas de déterminer si ce second point exclut que la position que je cherche à défendre puisse être qualifiée véritablement de non-conciliationniste. Ce qui me semble important est qu'il soit possible de soutenir que le fait d'apprendre à être en désaccord massif avec ses pairs n'implique pas nécessairement que l'on doive croire que non P, sans pour autant devoir accorder de ce fait un privilège arbitraire indéfendable à ses propres croyances. Et par la suite, j'analyserai plus brièvement la nature du type de compréhension dont il est question et dont un désaccord massif avec nos pairs peut nous priver, en m'appuyant notamment sur un certain nombre de débats épistémologiques contemporains portant sur la relation notamment que la compréhension entretient avec la connaissance. Et je suggérerai pour finir quelques pistes à propos du rôle joué par ce type de compréhension dans l'enquête, qu'il soit scientifique ou philosophique. J'essaierai de montrer en quoi le rôle que la compréhension est censée jouer en ces domaines possède des conséquences dans la manière dont on doit rationnellement réagir en cas de désaccord et qui font la différence par rapport à la manière dont on doit réagir dans le cadre d'un désaccord ordinaire. Donc je commencerai par essayer de soutenir la thèse suivante, à savoir que répondre rationnellement au désaccord ne consiste jamais, quand ma croyance initiale que P ne s'était pas fondée uniquement sur l'avis d'autrui, à croire que non P. Le problème soulevé par la question de savoir comment prendre en compte à la fois cette donnée que constitue le fait d'apprendre être en désaccord avec mes pairs à propos de P, et de l'autre, les données sur la base desquelles j'ai initialement formé ma croyance que P, découle pour l'essentiel du problème suivant. Combien d'éléments de preuve ai-je à ma disposition après avoir formé le jugement que P sur la base des éléments de preuve E? Brian Watterson avance trois réponses possibles. Uniquement E, et le fait J d'avoir formé le jugement que P ou de croire que P
pleinement ou à un degré donné, n'a en présence de E aucune force évidentielle. La deuxième solution consiste à dire uniquement J. J subsume la force évidentielle de E, au sens où, pour reprendre l'exemple utilisé par Weatherson, lorsque je veux savoir qui a commis un crime, si j'apprends à T2 que X était présent sur les lieux du crime, l'élément de preuve dont je disposais à T1, à savoir que les empreintes de X sont présentes sur les lieux du crime, ne vient pas, à T2, s'ajouter à cet élément de preuve qui a été acquis. La troisième position consiste à dire que je dispose des éléments de preuve suivants, E plus J. Je ne discuterai pas la thèse de Weatherson selon laquelle la plupart des positions conciliationnistes trouvent leur principe dans l'acceptation au moins tacite de la réponse 2. Je le suivrai simplement dans le fait de remarquer que l'on a plus ou moins intuitivement, il me semble, envie de dire trois choses. Qu'il semble étrange d'ignorer totalement E après J, que J peut constituer pour moi un élément de preuve en faveur de P, lorsque J désigne le fait que quelqu'un d'autre que moi ait formé le jugement que P, et enfin qu'ajouter aux éléments de preuve qui m'ont conduit à former le jugement que P, le fait que j'ai formé ce jugement, semble revenir en quelque sorte à faire gonfler artificiellement les éléments de preuve dont je dispose en faveur de P. Autrement dit, je ne peux pas considérer comme un élément de preuve additionnel en faveur de P le fait que je crois que P sur la base de E. Et ceci, même si le fait qu'un individu S2 croit que P sur la base de E constitue pour moi, dans certains cas, une bonne raison de croire que P. Ces deux cas en tout cas étaient pour Thomas Kelly, dans la mesure où il semble avoir changé d'avis sur ce point, ceux où je n'ai pas moi-même accès à eux. Lorsque je n'ai pas d'accès à eux, le jugement de S2 constitue, écrivait Kelly, une sorte de substitut des éléments de preuve sur lesquels ce jugement s'est basé. De sorte que lorsque j'ai accès à eux, le fait de considérer le jugement de S2 que P comme un élément de preuve additionnel en faveur de P revient à compter deux fois ces éléments de preuve. Corrélativement, parce que lorsque je forme moi-même le jugement que P, c'est-à-dire sans me baser sur le jugement d'autres individus, je m'appuie sur des éléments de preuve qui m'apparaissent suffire à établir la vérité de P, cet accès à ces éléments de preuve exclut que J, donc je le rappelle, le fait que je crois que P, puisse constituer un élément de preuve additionnel en faveur de P. Et il s'ensuit qu'il n'est pas vraiment possible, ou en tout cas il n'est pas souhaitable qu'en cas de désaccord, on puisse raisonner de la façon suivante, qui consiste à dire je dispose en faveur de P de deux éléments de preuve, E plus J1, qui désigne le fait que j'ai formé le jugement que P étant donné E. Je dispose en faveur de non P d'un seul élément de preuve, J2, qui désigne le fait que S2 ait formé le jugement que non P étant donné E. Et J1 et J2 s'annulant, E vient faire pencher la balance en faveur de P. Mon désaccord avec S2 ne doit donc pas me conduire à modifier mon attitude épistémique vis-à-vis de P. Bon, à l'évidence, un raisonnement de ce genre semble, à tous les épistémologues du désaccord, manifestement fallacieux. Et l'argument initialement avancé par Kelly pour montrer qu'en cas d'accès personnel à eux, appuyant ma croyance que P, les opinions d'autres individus à propos de P ne sont pas susceptibles d'être ou de devenir des éléments de preuve relatifs à P, m'apparaît pour sa part, au minimum, et comme à la plupart des épistémologues du désaccord, un peu court. Il me semble qu'il serait en tout cas difficile de dire qu'il suffit, en l'état, cet argument avancé par Kelly, à écarter définitivement l'une ou l'autre des trois réponses indiquées plus haut à la question de savoir combien d'éléments de preuve en faveur de P sont à ma disposition lorsque j'ai formé ce jugement sur la base des éléments de preuve E. Or, de ces trois réponses découlent directement en fait trois positions à propos de l'attitude rationnelle qu'il convient d'adopter en cas de désaccord avec un ou plusieurs individus à propos de P. Ces trois positions sont les suivantes. La première, c'est une position radicalement non conciliationniste, selon laquelle, si j'ai formé le jugement que P sur la base de E, alors, sauf quand E consiste uniquement dans l'avis de pair à propos de P, le jugement ultérieur de qui que ce soit à propos de P n'a nullement à être pris en compte et à affecter mon attitude épistémique vis-à-vis de P. La position numéro 2 est une position de type conciliationniste, selon laquelle, pour être impartial dans l'attitude épistémique à adopter suite à un désaccord avec un pair à propos de P, les éléments de preuve et les raisonnements sur lesquels se sont directement fondés les jugements en opposition ne doivent pas être pris en compte. Doivent uniquement être pris en compte, comme l'a par exemple soutenu Adam Elga, ce que j'estime être nos facultés de fiabilité respectives en ce domaine indépendamment de la réponse particulière que nous apportons à la question de savoir si P,
et les circonstances de la formation de nos croyances à propos de P. Une troisième type de position, qui est elle aussi conciliationniste, consiste à dire que mon jugement que P, ou le degré auquel je crois que P, doit être révisé en prenant compte à la fois les éléments de preuve sur lesquels ce jugement s'est basé, et aussi ceux fournis par la nature du désaccord. Éléments qui sont de preuves qui sont relatifs, dans ce dernier cas, à ma fiabilité, ainsi qu'à celle du ou des individus qui soutiennent que non P, et au nombre d'entre eux. Alors je considérais plus ou moins comme acquis que la première de ces trois positions est intuitivement, telle qu'elle a été énoncée, assez inacceptable. Donc celle qui consiste à estimer que seul E continue de compter, y compris après avoir constaté être en désaccord avec un certain nombre d'individus à propos de P. Et donc je discuterai uniquement des deux suivantes. À propos de la deuxième, on peut trouver, il me semble, relativement étrange, en tout cas intuitivement, que lorsque nous avons toujours accès à E, qui nous est apparu dans la formation même du jugement que P, suffire à établir la vérité de P, il me semblait relativement étrange de considérer que E ne doivent à ce moment-là cesser de jouer un rôle quelconque dans la détermination de l'attitude rationnelle à adopter, en présence donc du désaccord. Il est vrai néanmoins que si le désaccord pose la question de savoir quelle évaluation de E a le plus de chances d'être vraie, et si répondre à cette question doit consister à se demander si E établit plutôt P ou plutôt non P, alors s'ensuit une forme de pétition de principe en faveur des opinions initiales. Mais néanmoins, il me semble que la démarche entreprise pour échapper à cette pétition de principe, qui consiste à évaluer plutôt quelle est ma fiabilité dans la formation de la croyance que P, ne peut être véritablement convenablement effectuée que de la manière suivante. C'est-à-dire non. Et cette manière est la suivante, c'est quelles sont les chances que j'ai de me tromper dans le fait de passer de E à P, c'est-à-dire de me tromper dans mon évaluation de E comme suffisante à établir que P. Ou encore, quelle est la probabilité pour qu'en présence de telle ou telle série d'éléments de preuve, je parvienne à une conclusion erronée quant à P, étant donné notamment ce que je sais des circonstances dans lesquelles j'ai considéré. Et ici, le point que je voudrais souligner, c'est que E est inévitablement pris en compte dans cette évaluation, sans pour autant, et je reviendrai sur ce point, qu'aucune pétition de principe ne s'ensuive en faveur des opinions initiales, en tout cas en faveur des opinions qui ont été initialement soutenues et qui précédaient la connaissance du désaccord. La troisième position selon laquelle je dois, à un niveau très général, prendre en compte en cas de désaccord à propos de P à la fois E et J, apparaît donc, en ce sens, préférable. Mais il me semble que la manière dont cette position est comprise et défendue dans la littérature actuelle est assez profondément insatisfaisante. Au sens où, à ma connaissance, il se trouve toujours à peu près soutenu par ceux qui défendent ce genre de position, que E et J sont des éléments de preuve susceptibles de se combiner, et ainsi susceptibles d'affecter ma croyance initiale que P pour me conduire à croire autre chose que P, ou en tout cas pour me conduire à croire que P a un degré différent de mon degré de croyance initiale. Et à mon sens, les choses ne se passent pas de cette manière. Donc on peut imaginer le cas suivant. La simple lecture des relevés E que je possède à propos de l'acuité visuelle d'un sujet S me conduit immédiatement à juger que P. Donc, mettons à juger qu'il est myope. Par ailleurs, de nombreux collègues ophtalmologues, mettons une dizaine, dont les éléments de preuve E', dont je dispose à leur propos, me conduisent à juger que P' désignant le fait qu'ils sont aussi fiables que moi lorsqu'il s'agit d'analyser ce genre de relevé. Et donc, mettons que ces nombreux collègues jugent que non P à la simple lecture de ces relevés. Quelles conséquences épistémiques tirer de cette situation ? À mon sens, les choses auraient été relativement claires si E n'avait pas consisté dans la lecture de relevés, mais uniquement dans le jugement de mon associé à propos de l'acuité visuelle de S. Dans ce cas, l'avis discordant de mes 10 collègues m'aurait conduit à réviser fortement mon jugement que P, ou mon degré de croyance initiale que P, et ainsi à croire à un degré assez élevé que non P. On pourrait peut-être objecter que les choses sont en réalité tout aussi claires dans la première situation que dans la seconde, et en avançant le motif suivant. C'est qu'il n'y a aucune raison de considérer ces relevés a priori fiables de l'acuité visuelle de S différemment de ces indicateurs a priori fiables de l'acuité visuelle de S que sont les avis de mes collègues. De sorte que si dans un cas je suis conduit à réviser ma croyance initiale, j'y suis aussi dans l'autre.
Et à mon sens, cette objection repose cependant sur une confusion qui devrait être manifeste, à savoir que dans le premier cas, la vérité de E, c'est-à-dire du contenu des relevés, est tenue pour acquise, et la question est de savoir si de E s'ensuit que P. Tandis que dans le second cas, la question est de savoir si je peux tenir pour vrai le contenu de l'opinion exprimée par mes collègues, ou de savoir si elle est un indicateur fiable de la vérité de non P. Et à ce moment-là, ne se pose absolument pas la question de savoir si, en tenant pour acquise la vérité de P, il s'ensuit ou non que non P. Non, pardon. Il ne se pose évidemment pas la question de savoir si, en tenant pour acquise la vérité de ce qu'ils disent, à savoir que non P, il s'ensuit ou non que non P. Alors que cette question se posait en présence des données E qui étaient ces relevés que j'avais à ma disposition, à propos desquelles, les tenant pour acquise, je pouvais me poser la question de savoir si elles impliquaient ou pas effectivement que P. La différence entre ces deux cas est en ce sens bien réelle et peut être énoncée de la façon suivante. Dans le premier cas, je ne comprends pas que P puisse ne pas être vrai étant donné E, tandis que dans le second cas, ce que je ne comprends pas ne porte pas directement sur P, mais est plutôt qu'étant donné que je tiens E pour suffisante à établir la vérité de P, mes collègues puissent être massivement incapables d'évaluer E, contrairement à ce que les éléments de preuve E' dont je dispose à leur propos m'apparaissent suffire à établir. Dans ce genre de situation, on renonce, et en fait, il est inévitable qu'on soit conduit à renoncer, à comprendre l'une ou l'autre de ces deux choses, et que l'on estime simplement avoir cru la comprendre. Et le principe qui me semble devoir réguler la décision à prendre est le suivant. Est-il plus probable que la tâche cognitive qu'implique, selon moi, le fait de tirer P de E, et ce que je sais des conditions dans lesquelles elle a été accomplie, me conduise à être dans l'erreur en jugeant que P, ou bien est-il plus probable que la tâche cognitive qu'implique selon moi le fait de tirer P' de E' me conduise à être dans l'erreur en jugeant que P'. Et je rappelle que P' consiste à juger que mes collègues sont fiables en ce domaine en se basant sur la donnée, donc E', que j'ai eue à ma disposition à ce propos. Et me demandant ce qui est le plus probable entre ces deux choses, je ne cesse ni de voir E comme établissant que P, c'est-à-dire je ne cesse pas de croire que P, et je ne cesse pas non plus de voir E' comme établissant P', c'est-à-dire je ne cesse pas de croire P'. Et répondre à cette question ne me conduira pas à cesser donc de croire l'une ou l'autre de ces deux choses. Ce que je croirais en y répondant, c'est par exemple que, quand bien même il continue à m'apparaître absolument évident que P étant donné E, il est davantage probable que je me sois trompé au cours de la tâche cognitive m'ayant conduit à la conclusion que P, qu'au cours de la tâche cognitive m'ayant conduit à la conclusion que P'. En conséquence de quoi, je croirais préférable ou rationnel de soutenir que non P, ou d'agir sur la base de non P plutôt que de P, notamment, et je reviendrai sur ce point, lorsqu'un intérêt pratique immédiat est en jeu, ou quand je ne m'engage pas en répondant de cette manière, d'une façon qui excède la seule question de savoir si P. Bon, pour dire les choses un peu différemment, si je crois qu'il est davantage probable que je me sois trompé au cours de la tâche cognitive m'ayant conduit à la conclusion que P qu'au cours de celle m'ayant conduit à la conclusion que P', je continuerai à estimer que E justifie P, mais je ne m'estimerai plus justifié à m'appuyer sur P dans mes actions et dans mes assertions. Je m'estimerai au contraire justifié à m'appuyer sur non P, c'est-à-dire à m'en remettre à l'avis de mes collègues dans le cas imaginé. Et dans ce cas, les données relatives à la vérité de P que j'estimais avant la manifestation du désaccord suffisantes pour croire que non P n'entrent pas du tout en compte dans le fait d'estimer rationnel de s'appuyer sur non P. Je renonce à l'idée qu'à la question de savoir si P, je puisse me prononcer autrement qu'au moyen d'éléments de preuve relatifs à la fiabilité des processus ou des raisonnements conduisant à telle ou telle réponse. Autrement dit, je ne me fie plus à mon traitement de la question de savoir si P, c'est-à-dire à mon raisonnement ou à mes capacités impliquées dans l'appréciation de E. Et l'idée, c'est qu'il faut espérer dans ce cas-là que ces capacités impliquées dans le traitement de E, auxquelles je dois cesser de me fier lorsque j'ai fait cette estimation de probabilité, ne soient pas trop générales, les capacités en question, pour que je doive, ce qui impliquerait que je doive cesser de m'accorder la moindre confiance, et donc en fait que je sois finalement incapable de tirer une leçon de ce soi du fait d'être en désaccord avec mes collègues. Donc les éléments de preuve qui m'apparaissent établir qu'il est rationnel de s'appuyer sur non P ne viennent pas s'ajouter donc à ceux que j'estimais et que j'estime toujours suffire à tenir P pour vrai.
Donc je renonce à comprendre l'une ou l'autre des deux choses, je renonce à m'appuyer sur ma croyance sans comprendre pourquoi ou comment elle peut être fausse, mais en comprenant pourquoi je dois y renoncer. Et je me trouve de ce fait dans une situation épistémique relativement inconfortable, puisque je continue à voir les données dont je disposais, continuant à établir la proposition en question, et en soutenant par ailleurs, et en croyant par ailleurs, qu'il est rationnel de s'en remettre à autre chose que mon évaluation, c'est-à-dire m'en remettre à autre chose que la croyance que P, qui me semble toujours être établie par les éléments de preuve dont je dispose. Il me semble qu'on peut faire ici deux objections, en tout cas qu'on peut être assez facilement tenté d'en faire. La première, c'est qu'il peut sembler assez étrange de continuer à pouvoir estimer que E suffit à établir que P, tout en admettant qu'il est possible, et même probable, dans le cas du désaccord, que l'on se trompe en estimant cela. Ces deux choses, en fait, m'apparaissent véritablement pas incompatibles, dans la mesure où lorsque je crois que P étant donné E ne m'apparaît pas pouvoir suffire à établir autre chose que P. Même si, sachant ne pas être infaillible, ou sachant par exemple l'inévitable sous-détermination des théories par l'expérience, je peux estimer possible que ce soit le cas. Autrement dit, je ne parviens pas à voir comment E pourrait suffire à établir autre chose que P, bien que je sache que c'est possible, et parfois même donc probable. Je peux donc à la fois estimer d'un côté que E suffit à établir la vérité de P, et estimer de l'autre que le fait que j'estime cela ne suffit pas à établir la vérité de P. D'une manière plus générale, le fait qu'aucune théorie ne soit jamais logiquement impliquée par E, ou que mon évaluation de E soit inévitablement faillible, ne constitue pas une raison de douter de ces théories, parce qu'elles ne constituent pas un argument en leur défaveur. Il s'agirait à la rigueur d'un argument en leur défaveur s'il suivait de cette sous-détermination, par exemple, ou de ma faillibilité, que mes croyances ou mes théories ont plus de chances d'être vraies que d'être fausses, et donc que la formation de mes croyances est insensible à la vérité. Et il me semble que nos succès intellectuels, notre propension à tomber juste, pour reprendre la formule de Peirce, prouvent plutôt le contraire. Et quand bien même ce serait le cas, il ne s'en suivrait pas pour autant que je cesserais de croire la proposition que les données dont je dispose me semblent suffire à établir. La seconde objection qu'il est possible d'opposer à la position que je défends est la suivante. Pourquoi ne pourrais-je pas, lorsque je crois qu'il est probable que je me sois trompé autour de la tâche cognitive m'ayant conduit à croire que P, tirer de ma croyance qu'il est rationnel que je m'appuie par la suite dans mes actions et dans mes assertions sur non P, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas tirer de cette conclusion la croyance que non P? Et il me semble que on pourrait en tirer cette conclusion uniquement dans la mesure où E aurait cessé, suite aux désaccords, de m'être cognitivement accessible. Et si ce n'est pas le cas, si E m'est accessible et que je vois toujours E comme établissant que P, ce fait n'est pas susceptible d'être contrebalancé par le fait que j'estime possible ou probable, dans le cas du désaccord, être dans l'erreur dans cette appréciation de E. Et donc, en ce sens, à moins de m'efforcer de ne plus avoir accès à E ou de ne plus considérer E suite au désaccord, je ne peux pas parvenir à croire que non P, même lorsque je crois qu'il est rationnel de s'appuyer sur non P. Ensuite, que le désaccord puisse être l'occasion d'un réexamen de E, ou que du fait des positions soutenues par ceux avec qui je suis en désaccord, je sois amené à envisager des interprétations de E qui me conduisent à reconsidérer les éléments de preuve dont je disposais, est une chose qui peut me conduire à croire autre chose que ce que je croyais initialement. Mais dans ce cas-là, c'est pas le fait du désaccord qui me conduit à changer d'avis sur la question, ce sont les éléments de preuve nouveaux que constituent les réponses des individus avec lesquels je suis en désaccord qui me conduisent à réviser le jugement en question. Et dans ce sens-là, il me semble que dans le cas d'épistémologie du désaccord, c'est le fait du désaccord dont on se demande si oui ou non il suffit à justifier un changement de croyance à propos de la question de savoir si P que je soutenais initialement. Donc, lorsqu'il s'agit de savoir quelles conséquences épistémiques tirer du désaccord, il faut faire une espèce de distinction entre, on pourrait illustrer de la manière suivante. Imaginons que j'ai rédigé cette nuit sur une feuille une démonstration mathématique, et dont j'apprends à midi, après qu'elle soit passée pendant la matinée entre les mains de tous mes collègues du département de mathématiques, qu'elle ne convainc absolument personne.
Et alors que quand je ne l'ai pas sous les yeux et que j'ai complètement oublié son contenu, je peux réellement croire qu'elle n'est pas convaincante du fait que j'estime davantage probable que le jugement mathématique de l'ensemble de mes collègues soit plus fiable que le mien, il n'en va pas de même lorsque j'ai cette démonstration sous les yeux et que je continue de la trouver parfaitement convaincante. Et ceci est indépendant du fait que je crois rationnel, même en ce cas, de ne pas m'appuyer sur elle dans mon travail mathématique futur. Donc, de manière plus générale, si une des questions que l'on se pose et que l'on doit se poser en présence d'un désaccord est quelle est la probabilité pour qu'en présence de tel ou tel élément ou série d'éléments de preuve E que j'estime suffire à établir que P, je sois dans cette tâche cognitive dans l'erreur, la disponibilité de E au moment de répondre à cette question est cruciale. Lorsque E est disponible, comme dans le cas du désaccord ophtalmologique que j'ai imaginé plus haut, je peux à nouveau passer en revue les différents éléments de preuve dont je dispose. Et je peux essayer de les saisir dans une seule et même intuition, dans la relation à P, et constatant presque toujours que je suis incapable de les saisir dans une sorte d'intuition globale, qui me permettrait, si jamais c'était le cas, que la question de ma fiabilité dans son évaluation ne se pose pas, constatant que la chose est presque toujours impossible, à la différence, par exemple, d'un cas comme 2 plus 2 égale 4, ou d'une croyance perceptuelle simple, où j'ai à peu près inévitablement et directement la sensation d'être capable d'apprécier d'un seul et même coup l'ensemble des éléments dont je dispose. Donc, constatant qu'en général les choses ne se passent pas de cette manière-là, j'imagine que ma fiabilité puisse être prise à défaut en différents endroits. Et donc mon évaluation en cas de désaccord va consister à me demander s'il est davantage probable que cette fiabilité ait été prise en défaut, ou davantage probable que ait été prise en défaut ma fiabilité lorsqu'il s'agissait d'évaluer que mes pairs étaient aussi fiables que moi ou davantage fiables que moi dans l'évaluation des éléments de preuve que j'avais à ma disposition et qu'ils ont également à leur disposition. À la différence de ce genre de cas, il me semble que si l'on m'a fait effectuer de tête quelques minutes plus tôt une longue addition de nombres oralement énoncés, du type 24, plus 37, plus 84, etc., et qu'on continue à me faire additionner ce genre de nombres-là, et que j'arrive à un résultat comme 1787, je peux croire que le résultat correct de l'addition est 1787 sur la base d'un raisonnement du type « en général, je suis fiable quand il s'agit de compter ce genre de nombres, je ne commets généralement pas d'erreur à ce propos, les nombres en question étaient relativement simples, donc j'estime pouvoir me fier à ça, et j'ai tendance à pouvoir croire que le résultat est effectivement de 1787. Et dans ce cas-là, ce qui est important, c'est que l'élément de preuve dont je dispose en faveur de ma croyance, en supposant que j'ai oublié la série des nombres qui m'ait été proposé d'additionner, consiste uniquement dans cette évaluation personnelle de ma propre fiabilité. Et dans ce cas-là, si en cas de désaccord avec d'autres individus à propos de la même série de nombres, mettons que dans mon immeuble, on ait fait compter à tous mes voisins additionner la même série de nombres et qu'ils soient parvenus à un résultat différent, mettons 1697 quand mon évaluation était 1687, alors dans ce cas-là, je serais conduit à réviser ma croyance initiale parce que cette croyance initiale s'appuyait uniquement sur l'évaluation de ma fiabilité dans la mesure où j'ai oublié les nombres qui m'ont été demandés d'additionner. Mais si ces nombres étaient toujours disponibles, si je me souvenais des nombres que l'on m'a demandé d'additionner, alors il ne s'en suivrait pas que je cesserais de croire que le résultat est de 1687, si c'est ce qui m'apparaît être le cas du fait de l'addition en question. Bon, d'une façon qui me semble structurellement similaire, si E m'apparaît établir que P et que j'ai ensuite de bonnes raisons de penser qu'il est possible ou probable que j'évalue E dans un état d'hypoxie, pour reprendre un exemple qui a été discuté de façon remarquable par David Christensen, donc d'un état d'hypoxie, un état dans lequel on a tendance à commettre des erreurs dans l'évaluation de ce genre d'éléments de preuve sans qu'on ait le sentiment d'une perturbation cognitive quelconque, cette possibilité ne m'affecte pas en constituant un élément de preuve direct en faveur de P ou de non-P, comme l'avait remarqué Christensen. Mais alors qu'il soutient qu'elle m'affecte, et je cite, en me faisant douter du fait que mon degré de croyance initiale de confiance soit rationnellement supporté par mon évidence initiale, il me semble plus exact de dire qu'elle m'affecte en me faisant douter du fait
que je sois capable d'apprécier ce que E supporte rationnellement. Car cette possibilité, donc d'être dans un état d'hypoxie, ne constitue pas une raison de penser que ce degré initial de confiance particulier soit inapproprié. Elle ne me conduit pas à croire que ce degré est irrationnel étant donné E. Dans cette situation, j'estime devoir cesser de m'appuyer sur mon évaluation personnelle de E. Je dois alors, si cette évaluation visait à fonder une décision pratique, m'en remettre à ce que je crois être le plus probable ou le plus sûr, sans m'appuyer, ce faisant, sur le genre d'évaluation auquel cette possibilité d'hypoxie me conduit à ne plus accorder de confiance. Bon, un autre exemple qui a été également imaginé par Christensen permet de compléter ce point. Supposons que je me sois efforcé d'évaluer quel degré de croyance que P est rationnel étant donné E. Supposons ensuite qu'un oracle, que je considère absolument fiable, m'informe de deux choses. 1. Que le degré rationnel de croyance que P doit, sur la base des données E à ma disposition, être estimé au moins à 0,4. Et 2. Qu'il serait extrêmement surprenant que mon estimation du degré de croyance rationnelle que P, étant donné E, soit exacte, en vertu, par exemple, de la grande complexité qu'il y a à évaluer correctement E. Dans ce cas, s'il s'avère que j'ai initialement estimé ce degré à 0,4, je crois alors rationnel de soutenir que ce degré de croyance est supérieur à 0,4. Mais je ne peux pas pour autant, en ce cas, à mon sens, expliquer, comprendre, pour n'importe quelle valeur supérieure à 0,4, en quoi elle est la bonne réponse. Alors que je pouvais, et je peux toujours le faire, à propos de 0,4. Ce que je peux t'expliquer et comprendre, c'est pourquoi il est rationnel de parier sur le fait que cette valeur soit supérieure à 0,4. Je peux expliquer ou comprendre de façon équivalente pourquoi mon estimation de 0,4 est probablement trop basse, mais pas la rationalité de n'importe quelle valeur donnée particulière supérieure à 0,4. Et incapable de comprendre, à propos de n'importe laquelle de ces données et en présence de E, comment elle peut ne pas être de 0,4, je ne peux pas croire qu'elle soit supérieure à 0,4. Je voudrais indiquer à présent et brièvement la nature du genre de compréhension dont j'ai soutenu que son absence empêche en cas de désaccord de croire autre chose que ce que l'on croyait initialement. Et donc, a fortiori, si la croyance constitue une condition de la connaissance, d'en tirer une connaissance. Et sauf, pour redire à nouveau la chose et pour être précis, dans les cas où la croyance initiale se fondait uniquement sur la vie d'autrui. Dans ces cas-là, effectivement, le désaccord peut me conduire à croire autre chose que ce que je croyais initialement. Donc se pose notamment la question de savoir quelle relation, cette compréhension en question qui me fait défaut lorsque je cesse de me faire confiance dans mon évaluation de E, suite au désaccord, donc quelle relation ce genre de compréhension entretient ou non avec la connaissance, ou la question de savoir si elle est réductible à un certain type de connaissance. Et il me semble que S comprend que P peut être pris en deux sens distincts, dont la confusion me semble être en partie au principe des positions antagonistes adopté dans la littérature contemporaine à propos des caractéristiques cognitives et épistémiques de la compréhension. Il peut s'agir, pour commencer, de dire, en disant S comprend que P, de dire S sait pourquoi P est le cas. Autrement dit, que S connaît la cause réelle et pertinente du fait que P soit le cas. De sorte qu'on dira que si c'est par chance qu'il forme la croyance vraie, que C est la cause de P, et que connaître quoi que ce soit exclut que l'on puisse être accidentellement dans le vrai, alors S ne sait pas pourquoi P est le cas et ne comprend pas que P en ce sens. Et pour reprendre un cas pour duquel John Greco, Duncan Pritchard sont en désaccord, si je vois dans la rue une maison en feu, et que parmi l'attroupement de personnes qui s'est formé devant elle, je m'adresse à une personne au hasard et que j'apprends de cette personne qui est la seule à connaître la cause réelle de cet incendie, donc quelle est cette cause, à savoir, mettons, un conflit électromagnétique est à l'origine de l'incendie qui a ravagé cette maison, je ne sais pas pourquoi cet incendie s'est déclaré en vertu de la non-satisfaction des conditions qui doivent être satisfaites quand il s'agit de connaître quoi que ce soit. John Greco en conclut que je ne comprends pas que cet incendie se soit produit. Et si l'on soutient, comme il le fait, que la connaissance n'est pas nécessairement réflexive ou n'implique pas la satisfaction de critères internalistes, par exemple, on peut en conclure, comme le fait Greco, que contrairement à ce que soutiennent un certain nombre d'auteurs, la compréhension n'a rien de spécifiquement internaliste ou réflexif. Mais est-ce qu'on comprend que P peut vouloir dire autre chose et être pris en un second sens ?
Il peut s'agir de dire que S voit certaines données comme établissant que P, et que la manière dont il les voit est adéquate et permet effectivement d'établir que P. Et ceci n'est cette fois nullement incompatible avec le fait d'avoir obtenu par chance ces données indiquant que P. Par ailleurs, ces données ne sont pas nécessairement relatives aux causes du fait que P soit le cas. Et enfin, cela suppose que ces données nous soient réflexivement accessibles, ou soient réflexivement accessibles à S, et qu'ils les tiennent pour capables de défendre, d'expliquer, de justifier la vérité de P. C'est en ce sens, à mon avis, que l'on soutient qu'une information visant à me permettre de comprendre qu'il soit vrai que P doit être, comme le soulignent de nombreux auteurs, intégrée à celles ou aux croyances déjà possédées. Et c'est en ce sens encore, à mon avis, qu'il faut avoir une conception, comme l'écrit Pritchard, de l'information ou d'éléments de preuve qui m'est indiqué à l'appui de P. Mais parmi seulement, et c'est le fait d'estimer que les choses vont nécessairement de pair, qui est au principe de la confusion entre les deux sens du concept de compréhension que j'essaie de distinguer. Donc parmi les différents types de choses que S peut ne pas comprendre, ce second sens, il peut ne pas comprendre que C soit la cause du fait F. Soit parce qu'il ne voit pas, au moyen des données dont il dispose, en quoi C est la cause de F, ou il ne voit pas C comme étant la cause de F, soit parce que, même s'il voit C ainsi, la manière dont il voit ces données est inadéquate. S pourra cependant croire et savoir, du simple fait qu'on le lui dise, que C est la cause de F. Cette différence s'explique par le fait que, même si dans les deux cas, S dispose d'éléments de preuve qu'il considère suffire à établir la vérité de la proposition en question, à savoir que C est la cause du fait F, la croyance qu'il acquiert uniquement et du simple fait du témoignage d'autrui est par définition sans lien aucun avec les croyances qu'il possède par ailleurs. Par définition, puisque sinon S verrait, au moins en partie, en quoi C est la cause de F. Et c'est précisément le genre de choses que l'on a exclu. Si un tel lien n'est pas nécessaire pour que nous en venions à croire ou à savoir quelque chose, il l'est pour que nous comprenions quelque chose au sens indiqué. Et ceci permet de comprendre pourquoi la prise en compte de l'opinion d'autrui, lorsque nous n'avons pas la moindre idée de sa cause, possède des conséquences épistémiques bien différentes de celles que possède la prise en compte d'un indicateur naturel ou artefactuel relatif à la vérité de P, dont nous comprenons par ailleurs le principe de fonctionnement. Et donc, si ce que j'avançais est correct et que comprendre consiste, sur la base de ce que l'on croit par ailleurs, à estimer que certaines choses en indiquent d'autres, à voir certaines choses comme en impliquant d'autres, on saisit clairement pourquoi il est vrai, comme on le remarque fréquemment, qu'aucune accumulation de connaissances à leur propos, aussi importante soit-elle, ne peut en soi nous permettre de les comprendre. Et il est par exemple plus nécessaire de supposer, comme certains auteurs le font, que la compréhension ne pouvant pas être réduite à une accumulation de connaissances, elle relève d'une catégorie épistémique ou cognitive différente, comme par exemple le fait d'être une sorte de savoir-faire qui consisterait à être capable d'expliquer des hypothèses, d'en inventer de nouvelles, d'établir des connexions entre les unes et les autres. Il me semble qu'on peut ne pas avoir à supposer que la compréhension constitue une catégorie épistémique nouvelle, sans pour autant, tout en satisfaisant le genre d'intuition que l'on possède à son propos et que j'essayais d'énoncer en établissant le second sens auquel on pouvait prendre le concept en question. Donc, contrairement à ce que soutient Gréco, nos attributions de compréhension, que P semble bien reposer sur le fait que S parvienne à voir, sur la base de ce qu'il croit par ailleurs, en quoi les données dont il dispose établissent effectivement que P. Et ce en quoi, dans le fait de voir en quoi les données établissent que P, peut admettre plusieurs niveaux de profondeur ou d'intégration dont on peut estimer qu'ils doivent être ou non atteints pour que l'attribution de la compréhension en question soit légitime. Et si on admet, comme cela à mon avis semble être le cas, que la recherche scientifique vise constitutivement à progresser, et peut-être sans terme ultime, de niveau en niveau de ce type, et qu'il ne s'agit pas par ailleurs du genre de choses auxquelles nous aspirons dans notre vie pratique quotidienne, on peut en conclure la chose suivante, à savoir alors que dans un cas il est possible et parfois souhaitable pour un individu de s'accommoder d'un défaut de compréhension, dans le second cas, celui de la recherche scientifique, cela me semble beaucoup moins admissible, de sorte que l'attitude rationnelle à adopter en cas de désaccord,
lorsqu'il nous empêche donc de comprendre que P ou que non P soit le cas, ne sera pas forcément la même. Et je voudrais, pour finir, développer brièvement ce point. J'ai avancé que lorsque S tient P pour vrai étant donné E, mais qu'en cas de désaccord massif avec un grand nombre d'individus à ce sujet, il croit qu'il est davantage probable qu'il se soit trompé au cours de la tâche cognitive l'ayant conduit à cette croyance que P qu'au cours de celle l'ayant conduit à la croyance que P', il est préférable de soutenir que non P et d'agir sur la base de non P plutôt que de P. J'ai cependant précisé, notamment lorsqu'un intérêt pratique immédiat est en jeu, ou quand je ne m'engage pas, ce faisant, au-delà de la seule question de savoir si P. Et cette précision, à mon avis, s'explique de la façon suivante. Lorsque seul m'importe le succès de mes actions, lorsque seul m'importe le succès de mes assertions se fondant sur la question de savoir si P ou si non P, seul m'importe le fait d'être dans le vrai à ce propos, en vertu du lien connu entre la vérité et le succès. Et si alors un désaccord me conduit à estimer qu'il y a davantage de chances que non P plutôt que P, il est rationnel que je appuie mes actions et mes assertions sur non P plutôt que sur P. Mais il me semble que l'attitude épistémique rationnelle adoptée en l'absence d'intérêt pratique immédiat, ou lorsqu'en acceptant que non P suite au désaccord, je ne m'engage pas au-delà de la question de savoir si P, n'est pas la même. Plus précisément, les choses sont différentes lorsque de tels intérêts ne me portent pas à négliger les implications d'une fait de ne plus devoir à l'avenir m'appuyer dans mes raisonnements sur le fait de voir les données E comme établissant que P. Or, ces implications sont inévitablement importantes en vertu de la systématicité, ou au moins du caractère fortement enchevêtré de la connaissance scientifique. Ensuite, ces intérêts, les choses sont différentes lorsque de tels intérêts pratiques ne me portent pas à négliger les implications du fait de devoir appuyer mon activité scientifique future sur des choses qui ne me semblent pas impliquées par les données et les théories que je crois vraies ou véridiques. Or, ces implications sont également importantes, puisqu'il semble tout de même assez délicat que je puisse comprendre ou être jugé comprendre des conclusions reposant sur des choses que je ne comprends pas, c'est-à-dire dont je ne parviens pas à voir comment elles sont établies. Il peut même sembler difficile, en fait, que je puisse réellement parvenir à voir par la suite ces choses comme établissant quoi que ce soit. Et il est difficile d'imaginer que je puisse être un bon chercheur et contribuer au progrès de la recherche en acceptant, de façon aussi rapide que l'exigent mes intérêts pratiques dans le cas d'un désaccord ordinaire, de ne pas comprendre les choses que je crois être établies par les données dont je dispose, et de m'en remettre à l'avis d'autrui. Car j'aurais dans ce cas une image passablement éclatée du monde, opposée précisément à l'image globale et cohérente que la science cherche à en obtenir. Éclatée parce que, pour les mêmes raisons que celles indiquées à propos de ce que l'on croit uniquement et du simple fait du témoignage d'autrui, ce que je soutiens uniquement et du simple fait d'un désaccord avec autrui est sans lien aucun avec ce que je soutiens par ailleurs. Il me reste un petit peu de... Bon. Oui. Je vais finir sur la science, je laisserai la philosophie éventuellement pour la discussion. De plus, il me semble qu'il est attendu d'un homme de science, en tant qu'homme de science précisément, des choses qui ne sont pas forcément attendues de lui en tant qu'homme ordinaire. Plus précisément, alors qu'il pourrait, par exemple, sans cela être rationnel, qu'un homme de science s'appuie sans la comprendre sur une conclusion donnée pour agir, ce statut lui impose de la comprendre ou d'être capable d'en expliquer la raison d'être pour qu'il puisse s'appuyer sur elle. Et je vais, pour finir, reprendre pour illustrer ce point un exemple imaginé par Brian Watterson, sans me préoccuper de la question de savoir si le sens qu'il lui attribue, si le sens que je lui attribue correspond exactement au celui qui lui a été donné. Donc, imaginons que le professeur en médecine, j'envisage un traitement pour soigner un patient d'une pathologie donnée. Supposons que sur la base de l'ensemble des données médicales dont je dispose, j'évalue à 90% la probabilité d'absence d'effets secondaires pire que la pathologie en question. Mettons que ce taux soit le taux minimal requis pour que je m'autorise ou que je sois autorisé à prescrire ce traitement. Rien n'interdirait alors que je le prescrive. Il me semble cependant qu'il n'en va pas de même dans la situation suivante. Supposons que, à nouveau, sur la base de l'ensemble des données médicales dont je dispose, j'évalue à 80% la probabilité d'absence d'effets secondaires pire que la pathologie en question, et que je sois ensuite informé par un tiers que je juge absolument fiable sur ce point, que mes évaluations de ce type doivent toujours être augmentées de 10 points. Dans ce second cas, il semble qu'il pourrait m'être reproché, en tant que médecin,
scientifique de prescrire le traitement en question parce que je ne suis pas capable d'expliquer ou de comprendre en quoi ce traitement est suffisamment sûr. Et pourtant, si le patient lui-même avait été informé par un tiers qu'il sait infaillible sur ces questions, que ce taux est de 90%, et qu'il s'agit du taux à partir duquel un traitement est considéré comme suffisamment sûr, il serait rationnel pour ce patient de s'appuyer sur cette information et de décider de prendre ce traitement. Le paradoxe est que pourtant, ce patient et moi, qui suis médecin, possédons tous deux et serions tous les deux prêts à parier que ce taux est de 90%. Et il me semble que cette différence, le fait que dans un cas la chose acceptable soit acceptable alors qu'elle ne l'est pas dans l'autre, suffit à faire apparaître ce qui est attendu essentiellement d'un scientifique et ce qu'il attend également de lui, à savoir qu'il soit capable de comprendre, d'expliquer la rationalité, la manière dont se justifie la conclusion à laquelle il parvient, et de croire plus précisément que cette conclusion précise constitue la bonne et non pas simplement qu'il soit capable d'estimer qu'elle constitue la manière la plus préférable ou la plus rationnelle d'agir, étant donné les données dont il dispose et qui ne sont pas forcément équivalentes à celles qui le conduiraient à croire la chose en question. Je vous remercie.